comme un immeuble à plusieurs étages. Le Pentium contient 20 couches extrêmement minces de substances telles que le dioxyde de silicium, l'aluminium et le tungstène. Le tout est monté sur une plaque en silicone. Chaque couche possède son propre schéma. La combinaison de toutes les couches forme des millions de transistors et de commutations qui constituent l'architecture du Pentium. Afin de définir le schéma de chaque couche de commutation, on utilise des sortes de masques. À travers les trous de ces masques, on fait alors rayonner une lumière ultraviolette à laquelle est exposé le matériau soluble. Ce matériau est ensuite retiré et le dioxyde de silicium qui se trouve en dessous est découpé. Il en résulte un dessin du dioxyde de silicium sur la plaque. Afin de garantir la satisfaction du client, chaque puce électronique est largement contrôlée. Les unités emballées sont exposées à de très hautes températures, à des facteurs de charge mécaniques et à l'humidité, afin de vérifier leur bon fonctionnement, même dans des conditions extrêmes. Afin de garantir une réalisation et une reproduction exacte des puces électroniques Pentium, cette fabrication très technique et très pointue fait appel à la robotique. L'importance de la propreté de l'endroit où sont fabriquées les puces électroniques impose des procédures très complexes. Chaque personne qui pénètre dans un tel endroit doit obligatoirement revêtir une combinaison composée de bottes, d'une capuche, d'un masque et de gants. Après un cycle de production de plusieurs mois, les tranches de silicium qui peuvent contenir des centaines de processeurs sont découpées. Les processeurs sont ensuite insérés dans leur boîtier et soudés au moyen d'un fil en or très fin. Les processeurs subissent ensuite des tests intensifs. Pour cela, on fait avant tout confiance à la précision humaine. Mais des systèmes largement automatisés sont également employés dans la fabrication des processeurs. Ici, les processeurs ne sont pas soudés, mais collés directement à leur boîtier. Pour finir, les processeurs reçoivent leur tampon d'origine. Voici la chaîne de production du constructeur informatique néerlandais Tulip. La production et l'équipement des cartes mères sont ici entièrement automatisés. Les circuits intégrés ne sont pas soudés, mais directement collés sur la carte mère. Dans le domaine du contrôle de la qualité, Tulip continue toutefois à faire confiance à la précision humaine. L'ensemble de la production est orchestré et contrôlé par un logiciel complexe. Les codes barres sont utilisés pour identifier les composants. Cette vidéo vous montre comment
comment circule l'information dans votre PC. Les supports de données tels que le CD-ROM servent à véhiculer les informations dans votre ordinateur. Le lecteur de CD-ROM transcrit ces données en un langage compréhensible par l'ordinateur. Les informations sont acheminées vers le contrôleur sous forme d'impulsions électroniques. Elles sont ensuite envoyées vers le processeur pour être de nouveau traitées. La carte graphique traite les informations qui apparaîtront à l'écran. Les impulsions de la carte graphique proviennent par l'intermédiaire d'un câble VGA jusqu'au moniteur, où elles apparaissent en tant que représentation graphique. Les informations peuvent également être retranscrites sur papier par l'intermédiaire de l'imprimante. Voici une représentation schématique d'un écran couleur. 3 faisceaux d'électrons correspondant aux couleurs fondamentales rouge, vert et bleu sont déviés par des champs magnétiques produits par 2 bobines de déviation. Ce balayage décrit des lignes horizontales de gauche à droite et de haut en bas. Le déplacement extrêmement rapide des faisceaux permet de reconstituer point par point l'image complète. L'amplitude de chacun des faisceaux diffère en fonction du contenu de l'image. Le mélange des 3 couleurs fondamentales permet de reproduire une palette de couleurs complète. Pour obtenir le mouvement, on transmet 25 ou 30 images par seconde. Présentez le processeur Overdrive sur le socket. Faites coïncider le détrompeur. Enfichez le processeur verrouillé avec le loquet. Le support processeur se présente sous forme de socket. Déverrouillez le support avec le levier. Le processeur et son support possèdent un détrompeur. Positionnez le processeur verrouillé à l'aide du levier. Placez le ventilateur sur le processeur. Verrouillez le ventilateur à l'aide des clips. Reste maintenant à connecter le ventilateur à l'alimentation du boîtier. Le Pentium 2 possède un détrompeur comme le Slot One. Insérez le processeur dans son logement. Vérifiez son verrouillage. Reste à alimenter le ventilateur. Sur une carte mère P2, on trouve un connecteur IDE 1 et 2, un connecteur pour lecteur de disquette, la prise alimentation, les supports pour mémoire SD-RAM, le support Slot One pour le P2, les connecteurs USB, les connecteurs PS2 pour le clavier et la souris, ainsi que les ports communication 1 et 2, le slot AGP, les slots PCI et les slots ISA. Installons les différents types de mémoire. La mémoire RAM se présente sous forme de barrette avec différents détrompeurs. Les supports RAM sur la carte mère vont toujours par 2. Présentez la barrette inclinée sur le support et ramenez-la verticalement. La mémoire cache se présente aussi sous forme de barrette et possède ses détrompeurs. Le support de la cache se trouve près du processeur. Son installation se fait verticalement. La mémoire SD-RAM se présente sous forme de barrette avec des détrompeurs. Son support permet un verrouillage. Présentez-la verticalement, enfoncez la barrette. Vérifiez son blocage. Il s'agit ici d'une carte AGP à connecter sur le bus AGP des cartes mères TX et LX.
N'oubliez pas de fixer la carte au boîtier. Installons maintenant une carte 3DFX fille. Il s'agit d'une carte 32 bits à installer sur un port PCI. Enfichez la carte dans le support. Connectez maintenant la carte vidéo à la carte 3DFX par le câble livré avec celle-ci. Reste à connecter votre carte 3D au moniteur. Sur la carte mère, vous trouverez deux connecteurs IDE marqués 1 et 2. Repérez le connecteur 0 sur le connecteur IDE 1. Ce connecteur 0 doit coïncider au fil rouge de la nappe IDE. Enfichez la nappe sur le connecteur. Positionnez le cavalier maître-esclave en position maître sur le disque dur. Connectez la nappe IDE au disque dur, le fil rouge au plus près de la prise alimentation. Branchez maintenant le disque dur sur l'alimentation du boîtier. Vous terminerez cette opération en plaçant le disque dur dans un slot 3/4 du boîtier et en le fixant à l'aide des vis. Je vous explique comment installer un second disque dur sur un PC répondant à la norme IDE. Démontez ensuite le boîtier de l'ordinateur afin d'accéder à l'ancien disque dur. Déconnectez les branchements reliés à votre ancien disque dur, puis démontez-le. Modifiez la position des cavaliers en suivant le manuel de votre PC. Choisissez la position maître pour le disque dur le plus rapide et la position esclave pour l'autre. Remontez les deux disques durs. Reconnectez la nappe, c'est-à-dire le câble plat en premier. Un signe rouge sur le câble ou une marque sur la fiche vous indique dans quel sens effectuer le branchement. Puis, branchez les câbles d'alimentation sur les disques durs. La forme de la fiche et de la prise doivent empêcher toute erreur de branchement. Refermez le boîtier de votre ordinateur. Branchez à nouveau les différents câbles en terminant par le câble d'alimentation. Dans le setup,
Sélectionnez le disque dur et confirmez les paramètres que l'ordinateur aura reconnus automatiquement. Enregistrez les modifications et quittez le setup. Il s'agit ici d'une carte Numéris 32 bits à installer sur un port PCI. Enfichez la carte dans son support. Prenez le câble France Télécom Numéris en RJ45. Enfichez-le dans votre carte Numéris. Le lecteur Jazz possède 4 supports sur sa face inférieure à faire coïncider avec ceux du boîtier. Insérez le lecteur dans le boîtier. Vérifiez la mise en place des supports. Maintenant, reste à présenter le boîtier, à le visser et à alimenter votre Jazz. Le lecteur zip possède 2 ports parallèles semblables à celui de votre PC. Connectez le cordon au PC, puis à l'entrée du lecteur zip. Maintenant, branchez l'alimentation. Sur la carte SCSI, on trouve un connecteur externe et un connecteur interne. Il s'agit ici d'une carte 16 bits à installer sur un port ISA. Enfichez la carte dans son support. Fixez la carte au boîtier. Sur la nappe SCSI, vous trouverez un détrompeur pour la connexion à la carte, ainsi qu'un fil rouge qui vous facilitera la vie lors de l'installation du disque dur. À l'arrière du disque dur, on trouve un connecteur SCSI, un connecteur alimentation et des cavaliers pour numéroter le disque. Connectez maintenant la nappe SCSI au disque dur. Le fil rouge sera toujours proche de l'alimentation. Branchez le disque sur l'alimentation du boîtier. boy. We've got the style and fashion in the place. Breaking it down to the hot scene. Complet, tel que celui qui vous est présenté ici. Pour des animations de cette qualité, on utilise généralement des stations de travail beaucoup plus performantes sur le plan graphique que de simples PC.
Ces outils permettent de réaliser des objets complexes, des mouvements fluides et des éclairages très réalistes. Cette animation semble particulièrement vivante grâce aux effets spéciaux utilisés pour éclairer la station orbitale ou figurer les propulseurs du vaisseau spatial. Le réalisme des explosions est rendu en mélangeant de vraies images aux images de synthèse. L'utilisation du flou dans le ciel étoilé donne une impression de mouvement et de grande vitesse. Les travelling les plus fous sont rendus possibles grâce aux programmes les plus modernes d'animation en 3D. Notez ici le réalisme dans la représentation des cônes de lumière issus des projecteurs. L'emploi de la transparence rend possible des effets comme ce rayon tracteur. Les logiciels modernes permettent également de représenter des surfaces métalliques réfléchissantes. Jugez plutôt de la diversité des éclairages et des jeux de lumière. Take off. Yeah. Take off power set. KT, checked. V1. We are. Gear up, gear up.
Right directors off. 500. Check. 400. 300. 200. Glide slope. Cancel. Glide slope. Glide slope. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Check. Auto brake off. This is Rieko Takai, designer from our main facility in Kyoto. Okay. Konbawa, Takai-san. こんばんは。それでは高井さん、アンディさんを私たちのお客様として、クリエイティブなプレゼンをご覧に入れましょう。はい、わかりました。I said to her, and suppose you are our customer, looked abroad, and like a hotel owner or hotel manager or owner. I've always wanted to own hotels. That way I would always have a room. Okay, and she will show you the very creative designs. Okay. Okay. These are the possible designs to be used in a new hotel. Bedspread, carpet, and chair upholstery. These look good, but it's hard for me to imagine what a hotel room would look like out of these little pieces of textile. Okay, let me show you. で高井さん、それでは、3D の方お願いします。はい、わかりました。3D モデリングを使えば、実際のホテルの部屋でファブリックがどう見えるかをお見せすることができます。This is Dr. Pinar calling from Tinswala Hospital. I have a patient that I would like to discuss with you. Can you help me? I'll be glad to if I can. If you look on page 1 of the notebook, I have set out the history and examination of the patient. Basically, we have a young female that was involved in a motor vehicle accident, sustaining... Well, that certainly sounds like a significant deterioration. Do you have a chest X-ray for us to look at? Yes, if we can go to page 2. This is the portable X-ray that we took. Do you think that there are some signs of pulmonary embolism? Yes, I would think that in the area that I'm going to ring, there is a wedge-shaped lesion which might be indicative of a pulmonary embolus. There also appears to be some enlargement of the heart. Can we see the ECG? Yes, if we look at page 3, this is the ECG that we took. It shows some T-wave inversion and a shift to the right of the axis. And that will also go with our diagnosis. Almost every industry faces critical moments in its history. I call these moments when everything changes, the fundamentals of the industry and every company in that industry changes, strategic inflection points. It's a subtle point, but it represents profound change. Before the strategic inflection point is the past of the industry, ahead of its future.
and the future can be rising upward or can begin a decline. As an outsider, I believe the telecommunications industries are in the middle of a strategic inflection point. The strategic inflection point is brought about by the forces of competition and deregulation, but perhaps even more significantly, they are brought about by the forces of digital technology that impinge upon it. Let me tell you who we at Intel are. We are a chip company. Our products come on silicon wafers. This is a silicon wafer that I'm holding up here. It contains something between 100 and 200 microprocessors. Those little squares that perhaps you can see, each of those represent a microprocessor. Each microprocessor has millions of interconnected transistors on them. A wafer like this is produced in a very large, very expensive, very sophisticated, and very demanding factory through many steps. It takes us 2 to 3 months to produce one of these wafers from the beginning to the end. At the end, we cut the wafer up, separate the good chips from the bad ones, and the good chips get packaged in a unit like this, and this is what we ship into the innards of personal computers everywhere in the world. When the first personal computer was introduced by IBM in 1981, it had an Intel chip in it that had a measure of performance of 0.5 MIPS. And MIPS stands for millions of instructions per second, is sort of like the horsepower rating of computers. The chip that I showed you today is a Pentium processor, our current product. Its rating is 100 MIPS, representing a 200-fold increase in performance in 15 years. When you calculate it out, it turns out that the performance of a microprocessor doubles approximately every 18 months. But at the same time that the performance doubles, its cost declines. And we permit personal computers' costs to drop and their performance to increase. So what we have here is an engine for personal computers, and as the engine gets better, the personal computers get better. Just 4 years ago, a typical personal computer that people bought cost $5,000 US dollars. Today, the typical personal computer people buy costs $2,000 US dollars. But today's $2,000 personal computer has all kinds of, not only higher performance, but all kinds of features that yesterday's $5,000 personal computer didn't have. When we look at the cost per performance trend through the 15-year history of the personal computer, we see that this decreased year after year after year, as you can see on this semi-logarithmic plot, at averaging 45% per year drop in cost. This is a very important finding because it is this powerful, technologically based economic development is what makes personal computers affordable by larger and larger numbers of people, millions of people all over the world. Because of the economies of this technology, because of the economies of the production processes, personal computer production has grown very rapidly in the last several years, reaching 60 million units in terms of annual output this year, and I'm quite confident that we will cross over the 100 million unit annual output sometime before the end of this decade. But a more relevant comparison for me, and the one that I always look at a real benchmark, is the world's production of black and white and color TVs, the most ubiquitous consumer electronics appliance of all time, together. Sometime within the next 2 years, I expect that personal computer annual production rate will cross over TV production rate. And I think that is going to be a very significant achievement. The
Trends that drive personal computer sales are, again, this continual decline in price, making them more and more affordable to larger and larger number of people. And the second, less obvious phenomenon is that the personal computer is not the same. It is a very adaptive device. It's a Darwinian device. Every year, the personal computer adapts to the demands of the environment. And the demands of the environment today are communications-driven. The personal computer, consequently, has evolved and continues to evolve as a communication device. It has the capability of being connected to every kind of communications infrastructure, from the ordinary analog phone lines to digital phone lines like ISDN, to local area networks like the Ethernet, to the cable infrastructure, and to wireless connectivities of different types. The PC world itself, as you have seen, is expanding at approximately 20% annual rate. The rate of increase in connected PCs is more than twice as high per year. Connected PCs are a very dynamic phenomenon, and they place a great deal of demand on us, and if I may suggest, they place a great deal of demand and pose a great deal of challenges to the telecommunications industry. The challenge of the telecommunications industry is to keep up with the demands of the personal computer for bandwidth, for connectivity, and all of us together have the demand of exploiting the joint capabilities of connected personal computers and bring the benefits that they provide to the user community all over the world. With our partner Fisher-Price, the preeminent brand for play and learning, we will soon be making these journeys of the imagination possible for preschoolers. Last night, our two companies announced a new line of intuitive, highly interactive computing products that allow kids to get behind the wheel and steer, honk, joystick, and throttle their way through animated educational worlds. And that's key because kids love to drive. They love the sense of freedom and physical interaction of using a steering wheel. We call this new line of computer products Wonder Tools. To quote the English author Lewis Carroll, they are designed for child of the pure, unclouded brow and dreaming eyes of wonder. That's how he described children in his classic Through the Looking Glass. And I can tell you, Alice in Wonderland never had it so good. We think these Wonder Tools will make learning fun, exciting, even irresistible to kids. Equally important, I believe, your home itself can become a far more intelligent and automated environment and as programmable as a PC. These developments are pulling us toward the intelligent networked home of the very near future. I know the idea of a smart home has been around for decades. Back in the 1950s, science fiction writer Red Bradbury offered a memorable vision. In one of his short stories, he described a 21st century home where the front door recognizes visitors and lets them in. The kitchen ceiling speaks, reminding you which bills are due today, and tiny robot mice roam the floors collecting dust. In another story, we read about a family whose house has a special room built just for the kids. It's a virtual reality nursery that brings to life in 3 dimensions whatever scene the kids are thinking about. Whether it's the cow jumping over a very realistic moon, lions prowling an African plain, or more to the point, parents turning over their car keys and credit cards to their kids. Imagine. Compaq's vision of the intelligent home is a bit more down to earth, and it's available this century. I think the PC is about where the automobile was back in the 1920s. While we're past the equivalent of drivers needing to crank and choke their cars by hand, we're not yet to the point of automatic transmission, let alone anti-lock brakes and airbags.
In short, PC advances in the next 2 decades will dwarf those of the past 2. Now, there are other reasons for my optimism. Given the momentum behind the Internet, we're going to see a major increase in communication bandwidth to the home. This bandwidth will be delivered by ISDN, broadband over copper wires, cable modems, direct digital satellite services, and ultimately all optical networks. What's more, we at Compaq are convinced there's enormous opportunity to integrate the PC far more completely into the home. In support of this goal, we're pursuing useful innovation on all fronts. For example, we're hard at work creating speaker-independent continuous speech recognition for PCs. We're striving for a system that with little or no training can recognize any person's voice, deal with continuous speech, and dynamically adjust the size of its vocabulary to meet the user's needs. In time, we believe you'll be able to talk to your PC with the emphasis on the PC understanding you rather than you having to understand it. Les États-Unis subissent régulièrement des cyclones d'une violence incroyable. Apprendre à connaître et à comprendre ce phénomène, afin de le prévoir le plus tôt possible, est l'une des préoccupations centrales des services météorologiques. Ils emploient pour cela des technologies informatiques qui leur permettent de visualiser en 3 dimensions les phénomènes complexes à l'origine de leur apparition et de leur déplacement. Les supercalculateurs Silicon Graphics, nourris de modèles météorologiques et des données fournies par des centaines de stations météorologiques, sont en mesure d'apporter des éclaircissements sur des processus aussi complexes. Ces données peuvent être complétées par d'autres informations que fournissent par exemple les photos satellites. Visualisées en 3D, elles apportent des renseignements précieux aux météorologues. Il est par exemple possible de représenter très précisément les différents courants qui se forment autour du centre de la dépression, l'œil du cyclone. Les futures prévisions météorologiques seront présentées aux téléspectateurs sous une forme similaire. D'après les calculs, la dépression au centre du cyclone peut produire des vagues de 15 mètres de haut. La réalité virtuelle trouve toute son application dans le domaine de l'architecture. La modélisation en 3 dimensions donne vie aux maquettes. Il devient alors possible de visiter ces bureaux avant même qu'ils n'aient été construits. Les photos satellites peuvent elles aussi servir de base à la modélisation et à l'animation 3D. Pour la réalisation du modèle de la planète Vénus qui vous est présenté ici, les photos satellites ont fourni les informations qui ont permis de générer les dégradés et les volumes. Grâce aux ordinateurs, il est aujourd'hui possible de reconstituer virtuellement une œuvre architecturale dont il ne reste que des ruines. Ainsi, plus de 200 ans après sa construction, ce château a retrouvé une nouvelle jeunesse grâce au travail d'une équipe d'architectes très particulier. Du fait de son état de vétusté, cet autre bâtiment a dû être fermé au public. Une peinture de l'époque romantique et une vieille maquette vont toutefois servir de base à sa reconstruction. Les dimensions de la maquette sont relevées avec le plus grand soin et entrées dans l'ordinateur. En comparant la maquette, la peinture et les ruines du bâtiment, l'architecte construit petit à petit un modèle le plus réaliste possible. Les différentes étapes de la conception assistée par ordinateur sont les suivantes. La maquette fournit des données géométriques exactes, mais difficilement exploitables telles quelles. Ces données permettent de composer le squelette du bâtiment. On rajoute ensuite du volume en remplissant les différentes surfaces. L'aspect des matériaux de construction d'origine est rendu à l'aide de textures. L'illusion devient réalité.
La technologie informatique offre de nouvelles possibilités de conservation du patrimoine culturel. Des bâtiments aujourd'hui en ruine pourront demain être de nouveau visités, partout et par tous, grâce aux ordinateurs et à la réalité virtuelle. La modélisation des dinosaures du film Jurassic Park n'a pas été réalisée au moyen de supercalculateurs, mais tout simplement avec des ordinateurs Indigo 2 de Silicon Graphics, semblables à ceux que l'on trouve sur le bureau de la plupart des ingénieurs. Silicon Graphics a apporté une contribution importante à la réalisation de ce film. Les ordinateurs du poste central du parc sont des Indigo et des Crimsons. Quant à la modélisation des dinosaures, elle a bien entendu été réalisée par nos serveurs. But also our computers and our servers were used to render the images for the computer-generated dinosaurs. Ce château n'abrite pas un musée, mais le siège d'une société de traitement de données mathématiques. Une équipe d'experts y travaille sur un concept d'interaction entre l'homme et l'ordinateur. Leurs travaux couvrent des domaines aussi vastes que la modélisation scientifique, la projection d'interventions chirurgicales ou la simulation en 3D pour l'architecture et la gestion des espaces naturels. Les données médicales se prêtent tout particulièrement à la visualisation en images virtuelles qui, plus lisibles et plus précises parfois que la réalité, aident le médecin à établir un meilleur diagnostic. La réalité virtuelle permet de voyager à l'intérieur du corps humain. L'objectif de cette application visuelle interactive est de construire un robot autonome dont les capteurs et les algorithmes lui permettraient d'apprendre par lui-même. Mais revenons à notre promenade dans le corps humain. Le projet de notre équipe permet d'intégrer directement l'ordinateur dans le monde des hommes. L'écran de l'ordinateur est remplacé par une grande table de travail sur laquelle sont projetées les images tridimensionnelles générées par l'ordinateur. Sont également projetés les outils permettant la manipulation des objets représentés. Cette technologie offre d'immenses possibilités comme de visualiser à l'avance une intervention chirurgicale. Les applications ne se limitent pas à la médecine. Les architectes, par exemple, peuvent réaliser leurs plans sur ordinateur. Ils visualisent ensuite leur projet en 3 dimensions et en temps réel et se font immédiatement une idée précise de ce que sera la conception. Collègues ou clients peuvent assister à cette promenade virtuelle au cœur du projet. Suivez-nous pour une visite dans ce château virtuel, dont les différentes pièces sont d'un réalisme tout à fait remarquable.
Sur la carte mère, vous trouverez deux connecteurs IDE marqués 1 et 2. Repérez le connecteur 0 sur le connecteur IDE 1. Ce connecteur 0 doit coïncider au fil rouge de la nappe IDE. Enfichez la nappe sur le connecteur. Positionnez le cavalier maître-esclave en position maître sur le disque dur. Connectez la nappe IDE au disque dur, le fil rouge au plus près de la prise alimentation. Branchez maintenant le disque dur sur l'alimentation du boîtier. Vous terminerez cette opération en plaçant le disque dur dans un slot 3/4 du boîtier et en le fixant à l'aide des vis. Installons maintenant une carte 3DFX fille. Il s'agit d'une carte 32 bits à installer sur un port PCI. Enfichez la carte dans le support. Connectez maintenant la carte vidéo à la carte 3DFX par le câble. Cette vidéo vous montre comment circule l'information dans votre PC. Les supports de données tels que le CD-ROM servent à véhiculer les informations dans votre ordinateur. Le lecteur de CD-ROM transcrit ces données en un langage compréhensible par l'ordinateur. Les informations sont acheminées vers le contrôleur sous forme d'impulsions électroniques. Elles sont ensuite envoyées vers le processeur pour être de nouveau traitées. La carte graphique traite les informations qui apparaîtront à l'écran. Les impulsions de la carte graphique proviennent par l'intermédiaire d'un câble VGA jusqu'au moniteur où elles apparaissent en tant que représentation graphique. Les informations peuvent également être retranscrites sur papier par l'intermédiaire de l'imprimante. Le lecteur Jazz possède 4 supports sur sa face inférieure à faire coïncider avec ceux du boîtier. Insérez le lecteur dans le boîtier. Vérifiez la mise en place des supports. Maintenant, reste à présenter le boîtier, à le visser. L'université Erasmus est un établissement scolaire situé aux Pays-Bas, spécialisé dans l'enseignement des sciences économiques et de l'économie politique, ainsi que dans les professions de santé. L'université compte près de 3000 collaborateurs et 20 000 étudiants. Les cours s'adressent aussi bien aux diplômés qu'aux non-diplômés. Elle propose également des cours destinés aux managers. L'un de nos programmes consiste par exemple à demander aux étudiants de mettre sur pied un projet d'entreprise. Ils travaillent en équipe, mais à partir de chez eux. La technologie ProShare et une connexion RNIS leur permet d'obtenir de meilleurs résultats, de travailler plus efficacement en groupe. Les résultats sont très satisfaisants. Nous avons remarqué que les étudiants qui participent à ce programme communiquent mieux, au contraire des autres étudiants qui n'y participent pas. Ça s'explique très facilement si l'on considère qu'il leur est ainsi plus facile de se concerter pour vérifier les résultats de leurs travaux.
carte mère P2, on trouve un connecteur IDE 1 et 2, un connecteur pour lecteur de disquette, la prise alimentation, les supports pour mémoire SDRAM, le support slot 1 pour le P2, les connecteurs USB, les connecteurs PS2 pour le clavier et la souris, ainsi que les ports communication 1 et 2, le slot AGP, les slots PCI, il s'agit ici d'une carte Numéris 32 bits à installer sur un port PCI. Enfichez la carte dans son support. Prenez le câble France Télécom Numéris en RJ45. Enfichez-le dans votre carte Numéris.